C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces inondations meurtrières qui touchent le Niger, le Tchad et le Soudan. Au Niger, des dizaines de morts et des centaines de sinistrés. Même scénario au Tchad, les populations ont été contraintes de quitter leur maison pour se réfugier dans des camps. Les détails dans ce journal. L'aide alimentaire de l'ONU acheminée dans la région du Darfour au Soudan. Les principaux points de passage sont fermés depuis des mois à cause de la guerre civile qui a ravagé le pays. Une guerre qui, en un peu plus d'un an, a fait près de 150 000 morts. Et puis à la fin de ce journal, on vous parle du Grand Magal de Touba au Sénégal, l'un des plus grands rassemblements religieux sur le continent. Des millions de pèlerins sont attendus dans la cité religieuse. Les retombées économiques sont énormes. Reportage à la fin de cette édition. Le fleuve Niger est sorti de son lit. Les fortes pluies en cette période de mousson avaient déjà causé d'énormes dégâts dans le sud-ouest du Niger. C'est désormais la capitale Niamey qui est durement touchée. Même scénario au Tchad où les inondations ont fait des dizaines de morts et des centaines de sinistrés. Clarisse Fortuné avec les images de Ghislaine Alataroum à N'Djamena. Des gestes qui semblent vains face à l'étendue du désastre. La capitale Niamey est submergée, transformée en un vaste lac. La gendarmerie est à pied d'œuvre, mais cela ne semble pas suffisant. Nous souhaitons que le gouvernement nous apporte plus d'aide avec des pirogues notamment, même s'il a déjà envoyé ici 2 grandes vedettes de la gendarmerie qui assurent gratuitement la traversée en toute sécurité. Les craintes sont énormes parce qu'une fois cette digue cède, effectivement, toute la zone de la mort sera inondée et beaucoup de personnes risqueraient de se retrouver sans abri, seront obligées de libérer leur maison et les conséquences, Dieu seul peut les mesurer. À l'échelle humaine, on peut juste estimer qu'il peut y avoir des risques de mort, d'inondation, d'effondrement de maisons. Le bilan de ces inondations qui touchent plusieurs parties du pays est lourd. Une centaine de morts et plus de 137 000 sinistrés. Le Tchad voisin n'a pas été épargné. La capitale N'Djamena a été touchée par des pluies diluviennes. Dans la nuit du 17 au 18 août, des maisons se sont écroulées, laissant une population vulnérable. La province du Dibesti enregistre à ce jour plus de 70 morts selon les autorités locales. La saison des pluies s'étend de juin à septembre dans la région. Elle avait été particulièrement meurtrière au Niger en 2022, avec 195 morts et 400 000 sinistrés. Le Soudan également touché par les inondations est déjà dans une situation humanitaire critique après plus d'un an de guerre. La région du Darfour est particulièrement touchée. L'aide alimentaire des Nations Unies a commencé à y être acheminée. L'armée soudanaise a fermé les principaux points de passage depuis des mois. Elle accuse les Émirats arabes unis d'utiliser ces routes pour envoyer des armes aux milices des forces de soutien rapide contre lesquelles elle mène une guerre. Natalia Odisharia et Brian Keane. Sur ces images des Nations Unies, des camions du Programme alimentaire mondial traversent la frontière tchadienne. Direction le Soudan, via le point de passage frontalier d'Adré, ils transportent une aide alimentaire qui fait cruellement défaut. Des denrées alimentaires en petite quantité pour quelques 13 000 personnes, alors que plus de 6 millions sont menacés de famine dans l'ouest du pays au Darfour. Nous aurons besoin d'un approvisionnement constant de l'aide humanitaire. Il est essentiel de maintenir ce flux de nourriture et d'aide alimentaire à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan, où plus d'une douzaine de régions sont menacées de famine ou en proie à la famine. Plus de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population du pays, sont confrontées à une grave pénurie alimentaire en raison de la guerre civile qui fait rage au Soudan depuis plus d'un an. L'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, s'oppose aux paramilitaires des forces de soutien rapide, dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo. Le point de passage d'Adré, une des 3 routes qu'empruntent les groupes humanitaires pour acheminer l'aide au Darfour, a été bloqué pendant des mois. L'armée accusait les Émirats arabes unis de l'utiliser pour envoyer des armes aux combattants du FSR. Des négociations pour un cessez-le-feu sont en cours à Genève sous l'égide des États-Unis, sans délégation de l'armée soudanaise qui a refusé d'y assister. Il sera plus facile de travailler sur une cessation des hostilités si l'armée envoie une délégation. Ce qui compte, c'est les résultats. Le Soudan est aussi confronté à une épidémie de choléra en raison d'un système de santé ravagé par 16 mois de guerre. Cette épidémie exacerbe la pire crise alimentaire au monde dans un pays autrefois considéré comme le grenier à blé de l'Afrique.
L'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a annoncé débloquer 10 millions de dollars pour lutter contre la propagation de la maladie dans le pays. La RDC reste le pays le plus affecté par le Mpox avec près de 18 000 cas recensés depuis le début de l'année 2024. On vous en parlait hier, le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné mercredi Kando Soumaoro, cadre du parti dissous de l'ex-premier ministre en exil Guillaume Soro. Il a écopé de 24 mois de prison ferme pour maintien illégal d'un parti politique. Un autre membre du parti avait été condamné la semaine dernière, des condamnations qui interviennent à 1 an de la présidentielle en Côte d'Ivoire. La correspondance de Makamara. Il s'agit bien de Kando Soumaoro, ancien député de Biancouma et membre du GPS, le mouvement de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, en exil depuis 2019. Kando Soumaoro est accusé d'avoir maintenu en vie un parti politique suspendu par une décision de justice prononcée en juin 2021. En effet, le 9 août dernier, Kando Soumaoro a participé au nom du GPS à une réunion regroupant 11 partis politiques et 2 organisations de la société civile qui a donné lieu à une déclaration commune. Cette déclaration réclame des élections transparentes, la révision de la liste électorale, une nouvelle structuration de la commission électorale indépendante et un dialogue politique. Pour les avocats de Kando Soumaoro, leur pouvoir en cassation donne droit au mouvement de poursuivre ses activités. Cependant, pour le parquet, le GPS est dissous depuis 2021 et l'appel formulé par la défense ne peut suspendre cette décision. Les partis de l'opposition dénoncent une instrumentalisation de la justice. Dans un communiqué, le PDC-RDA, ex-parti allié au pouvoir, a exprimé son soutien à Kando Soumaoro en tant que citoyen, tout en précisant, je cite, que le PDC n'est en aucun cas en alliance avec le GPS. Le président du tribunal, de son côté, a déclaré, je cite, « Ce n'est pas un procès politique, nous jugeons conformément à la législation en vigueur. » La défense dispose de 20 jours pour faire appel. En bref, la justice tunisienne a décidé ce jeudi la remise en liberté de l'opposant tunisien Safi Saïd, un ancien candidat à la présidentielle qui avait renoncé au dernier moment à se présenter cette année. Il avait été arrêté mardi pour avoir franchi illégalement la frontière vers l'Algérie. On en vient à ce rapt qui a mal tourné au Nigeria. Les ravisseurs ont tué un otage en raison d'un retard dans le paiement de sa rançon. La victime n'est autre qu'un influent chef traditionnel, Issa Bawa, l'émir de Gobir, dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria. On en sait un peu plus sur les conditions de détention grâce au fils de l'émir qui était lui aussi otage. Il est désormais libre. La correspondance à Abuja de Moïse Gomis. Le fils de l'émir de Gobir est toujours en observation au CHU de Sokoto. Il était en détention ces 3 dernières semaines avec son père. Il est donc un des témoins directs de l'assassinat de celui-ci. Alhaji Issa Bawa a été tué avant l'arrivée des émissaires chargés de payer la rançon exigée par les ravisseurs. C'est en arrivant sur le lieu où l'émir de Gobir et son fils étaient séquestrés que ces émissaires ont découvert le corps sans vie du chef traditionnel. Ce dernier était apparu dans une vidéo transférée à sa famille. Sous contrainte et les mains attachées dans le dos, l'émir de Gobir suppliait le sultan et le gouverneur de Sokoto de leur venir en aide, son fils et lui. Le président Bola Ahmed Tinubu qualifie le meurtre de l'émir de Gobir comme un acte de haine. Il promet une riposte rapide, alors que pour de nombreux observateurs, la disparition tragique de ce monarque local illustre l'explosion en cours du nombre de kidnappings contre rançon aux 4 coins du Nigeria. Cette lettre commune du Mali, du Burkina Faso, du Niger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces 3 pays alliés, dirigés par des militaires, demandent à l'organe de l'ONU de punir l'Ukraine après son soutien aux rebelles dans le nord du Mali lors des derniers affrontements avec l'armée malienne soutenue par les combattants du groupe paramilitaire ex-Wagner. La correspondance régionale de Serge Daniel. Les juntes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans une lettre commune adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, dénoncent ce qu'elles appellent un soutien ouvert et assumé de l'Ukraine au terrorisme dans le Sahel. Fin juillet, l'armée malienne et ses alliés du groupe paramilitaires ex-Wagner ont subi un lourd revers dans la localité de Tizawaten, située non loin de la frontière avec l'Algérie. L'Ukraine n'a pas caché qu'elle avait soutenu les rebelles d'une manière ou d'une autre, et les États de l'Alliance du Sahel sautent sur
sur l'occasion pour dire que l'Ukraine donc supporte les terroristes et que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait prendre des mesures contre l'Ukraine. Mais pour les observateurs et les juristes, il serait difficile pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de punir sur le plan juridique, sur le plan judiciaire l'Ukraine, et que si les trois pays veulent avoir gain de cause, si les trois pays veulent effectivement poursuivre sur le plan judiciaire l'Ukraine, il faut que ces pays s'adressent aux juridictions compétentes sur le plan international. Mais on le voit, le conflit entre l'Ukraine et la Russie se déplace également vers le continent africain. C'est demain que les fidèles sénégalais vont célébrer le Grand Magal de Touba, l'un des plus grands rassemblements religieux sur le continent. Des millions de pèlerins sont attendus dans la cité religieuse. Son département est désormais le plus peuplé du Sénégal. Les retombées économiques de cet événement sont énormes. Reportage de notre envoyé spécial à Touba, Eliman Dao. C'est la nouvelle attraction de Touba. Un gigantesque supermarché de 4000 m² qui parie sur le consommé local. 220 fournisseurs sénégalais assurent 70% des produits dans les rayons. Touba, agglomération de plus d'1 million d'habitants, attire de plus en plus les investisseurs. Le coût global de l'investissement à ce jour porte sur un montant de 4 milliards de francs CFA, environ 6 millions d'euros. Touba est une opportunité réelle, raison pour laquelle la société Lekoufi a choisi Touba comme ville témoin. À l'occasion du Grand Magal, la célébration religieuse de la cité, le supermarché pris d'assaut par les clients réalise des chiffres records. On avait besoin de ce type d'infrastructure à Touba, surtout en cette période de Grand Magal. En un seul endroit, on a tout ce dont on a besoin. Le département de Mbacké, dont la plus grande partie de la population est à Touba, est devenu le plus peuplé du Sénégal, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. La ville est reliée à Dakar par une autoroute à proximité de laquelle une zone économique spéciale est en gestation. Hollywood Correa et ses partenaires prévoient d'y investir massivement. 1,6 km jusqu'à entrer Touba. Objectif, faire de Touba le nouveau centre industriel du pays. Il est prévu ici de réaliser un port sec, un domaine industriel. L'industrie à Dakar, sur la route de Rufisque et tout, avec les bouchons, tout ce que ça implique, il faut délocaliser. Assainissement, accès à l'eau, les défis en matière d'infrastructure de la cité religieuse sont nombreux et les appels des populations se multiplient, surtout à l'occasion du Grand Magal de Touba. En visite à Touba lundi dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris des engagements de trouver des solutions concertées à ces problèmes. Pour finir, si vous êtes très riche et très amoureux, une idée de cadeau. Ce diamant, le deuxième plus gros au monde, il a été découvert dans une mine du Botswana. La taille de la pierre est exceptionnelle, même si elle tient à peine dans la paume d'une main. Le diamant fait 2,492 carats. Voilà, ça fait rêver. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24, l'info continue.